Après avoir examiné le cas des États-Unis, nous allons maintenant rendre visite à son voisin du Nord, le Canada. Un pays que je qualifie ici de pays pour les géographes, dans la mesure où il s'agit d'un territoire riche en distance, riche en dispersion, riche en développement côtier et surtout en tentative de solution aux problèmes que pose la dimension de ce territoire, plus particulièrement ce que j'appelle les axes et les liens, c'est-à-dire les réseaux de communication, qu'ils soient terrestres, fluviaux, maritimes, aériens, ferroviaires ou routiers. Cet ensemble-là, nous allons le parcourir à l'échelle du pays, mais nous allons ensuite nous concentrer sur un cas particulier, celui du fleuve Mackenzie, qui relie le cœur du pays à son grand nord, ou plus exactement à la mer de Beaufort, en traversant donc un centre qui nous permet de parcourir ici aussi, comme nous le faisons toujours avec les fleuves, plusieurs types de paysages. Ça nous aura aussi permis d'évoquer les Autochtones, et nous allons traiter de cette question, la question dite autochtone, en évoquant la caractéristique de leur répartition, en évoquant certains des problèmes que pose la marginalisation de leur territoire et leur intégration au tissu central du pays. Nous allons, comme d'habitude, regarder le cas d'une ville, dans ce cas-ci Montréal, dont nous allons souligner la richesse culturelle, dont nous allons faire ressortir le poids exceptionnel dans l'architecture urbaine du Québec et même du Canada, et en soulignant aussi son caractère cosmopolite. Nous allons finalement prendre, comme d'habitude, un envol à l'échelle mondiale en évoquant un problème ou un phénomène fondamental dans la géographie du monde, à savoir les migrations, les grands courants migratoires, en prenant bien sûr l'exemple du Canada, mais en regardant aussi les caractéristiques de ce phénomène à l'échelle planétaire. Ce pays, pour les géographes, couvre quelques 10 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus étendu au monde, mais sa population est modeste quantitativement, quelques 30 millions d'habitants, ce qui donne comme densité moyenne 3 habitants au kilomètre carré, ce qui est bien sûr très faible, ce qui est une caractéristique fondamentale du Canada, donc une densité à peu près le 30e ou le 40e des densités moyennes européennes ou le 10e de la densité américaine. Un pays qui est caractérisé aussi par un développement côtier considérable. Les côtes du Canada sont 3 fois plus étirées, n'est-ce pas, que ses frontières terrestres, avec un seul voisin, les États-Unis. Ces côtes sont largement nordiques, polaires même. Un pays dont la formation territoriale est récente aussi, un peu comme celle des États-Unis. Elle a été achevée au 19e siècle, quelques dates cruciales, 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, même année de l'achat de l'Alaska par les États-Unis. Bon, quelques dates repères ensuite, 1870, le Manitoba qui est intégré au Dominion, ensuite donc la Colombie-Britannique, l'île du Prince-Édouard. Avec bien sûr le dernier arrivé largement tardif au 20e siècle, Terre-Neuve en 1949. Bon, mais aussi au 19e siècle, l'achèvement du transcontinental qui atteint Vancouver en 1885, un peu plus tard que le transcontinental américain avait atteint San Francisco en 1869. Donc une espèce de compétition d'information territoriale de ces deux grands domaines nord-américains. Un pays très étalé donc d'est en ouest, mais aussi étagé du sud au nord, avec une population rassemblée au sud et s'appuyant sur un grenier, un réservoir de ressources nordiques. Un pays caractérisé aussi par la présence d'un bouclier ou d'un massif ancien considérable, qui couvre presque 45% de la superficie totale, qui est lui-même le principal réservoir de ces ressources en minerais et même en eau, et donc en hydroélectricité. Des plaines agricoles proportionnellement limité, 5% du territoire, mais étant donné la dimension de celui-ci, ça fait quand même 500 000 km² de terres agricoles qui génèrent des surplus considérables pour l'exportation, en particulier en céréales. Les ressources en eau, on l'a laissé entendre, importante étant donné l'importance de la couverture forestière, presque 50% du territoire. Et puis bien sûr des mers environnantes riches en ressources halieutiques, ce qui fait du Canada un pays donc important sur ce plan. S'agissant des ressources, donc, elles sont considérables. Le premier producteur de papier au monde, parmi les premiers producteurs de minerais aussi dans le monde, premier producteur d'uranium, rappelons-le, hein, 30% de la production mondiale, un des principaux producteurs de nickel, de titane, de zinc, de gaz naturel, production pétrolière aussi fort honorable. Importance de ces ressources en hydroélectricité. Il est le premier producteur d'hydroélectricité au monde avec les États-Unis à pied d'égalité à peu près, ce qui lui permet d'être le 4e producteur d'aluminium.
des réserves en eau douce donc considérables. Tout cela en bonne partie, bien sûr, pour son marché interne, mais aussi et surtout pour le marché de son voisin, les États-Unis, avec lequel il réalise les 3/4 de son commerce extérieur et ses exportations étant particulièrement pesantes vers ces États-Unis. Plus de 80% des exportations du Canada sont destinées aux États-Unis. Un commerce extérieur qui correspond au quart de celui de ces États-Unis, même si sa population correspond à peu près au 10e. Un pays aussi très industriel, dont l'industrie est possédée largement par les États-Unis, dont il assure en quelque sorte la liaison ou le tampon entre la Russie, avec la Russie, n'est-ce pas, grâce à ces mers nordiques qui sont sous contrôle canadien. Un pays donc qui est soudé par le Sud, par les États-Unis, notamment grâce à l'Association de libre-échange de l'Amérique du Nord. Bon. Un pays qui est découpé, qu'on peut découper en plusieurs grands types de paysages. Au plan physiographique, les Appalaches à l'est, n'est-ce pas, le Bouclier, les plaines sédimentaires au sud, l'étage des Rocheuses. Sur le plan climatique, les grands espaces sont d'abord arctiques au nord, subarctiques, continental humide, steppique dans l'ouest, et puis avec bien sûr un climat bien particulier sur la côte ouest, n'est-ce pas, beaucoup plus arrosé. Des catégories d'utilisation du sol, la toundra, essentiellement désertique au nord, la taïga, caractérisée par la forêt coniférienne, ensuite la forêt mixte, et puis bien sûr les petits espaces agricoles. Un découpage qu'on peut voir aussi au plan politique, un lotissement provincial, si on part de l'ouest vers l'est, des espèces de lots parallèles, n'est-ce pas, jusqu'au centre du pays, alors que dans l'est, les choses sont un peu plus compliquées. Le tout étant soudé par les liens avec les États-Unis. Hein. L'essentiel de la population canadienne est blotti le long de la frontière, avec cette dispersion vers le nord, avec les ressources, n'est-ce pas, que l'on rejoint avec des systèmes d'axes et de liens dont nous aurons l'occasion de parler. Un pays caractérisé par le froid, le pergélisol, les espaces désertiques, la fragilité du milieu nordique, vers lequel les axes de pénétration sont hésitants, frileux, presque linéaires, épisodiques en quelque sorte, mais essentiels à l'économie du pays, c'est-à-dire une base sudiste appuyée sur ce que j'appelle au nord des miettes d'écoumènes, des populations dispersées. Cette base au sud, elle est découpée en grandes... la population, cette répartition en grands blocs, ce que j'appelle d'abord le bloc central, qui rassemble 60% de la population, qui a une forme axiale, Saint-Laurent-Grand-Lac en quelque sorte, le noyau historique du pays, les basses terres cultivables, bien arrosées, mieux arrosées que presque partout ailleurs au pays, mais, malgré le climat relativement froid. Ça correspond au cœur du pays, le cœur financier avec Toronto, le cœur politique avec Ottawa, bien sûr, et industriel en partie, Montréal, Toronto également, bien sûr, et leurs régions respectives. Tout cela pointé vers le sud, inséré dans le territoire américain et desservi par la voie maritime. Bon, à ce bloc s'ajoute ensuite ce que j'appelle le grand espace des ressources, l'ouest, c'est-à-dire le triangle que l'on peut dessiner en reliant Winnipeg à Calgary à Edmonton, parcouru par les réseaux ferroviaires, les grandes routes, les oléoducs, les gazoducs, les conducteurs de ressources en quelque sorte. Et finalement, un bloc plus récent, plus limité, mais très dynamique sur la côte ouest, centré sur Vancouver et le delta du Fraser. Tout cela est relié par des seuils, où se posent des problèmes de communication, bien sûr, à travers les Rocheuses, au nord du lac supérieur sur la bordure du Bouclier, et puis dans l'est, plus dispersé, avec des infrastructures moins développées que dans le reste du pays. D'où l'importance, d'où cette caractéristique du fédéralisme canadien, un pays presque surgouverné, avec un gouvernement central fort, mais aussi des gouvernements provinciaux forts. Tout cela étant à mettre en relation avec ce principe de la soudure du pays sur le plan économique qui est assuré par les liens avec les États-Unis qui sont quelquefois plus importants nord-sud qu'à travers le pays lui-même. Tout cela étant donc concrétisé par cette ALENA. Bon, la répartition du peuplement, si on la regarde un peu plus près, des bandes de peuplement discontinues entre ces grands blocs dont on vient de parler, qui sont reliés par le chemin de fer du Canadien national achevé en 1920, avec donc des repères tels que la côte ouest, tels que le versant intérieur des Rocheuses, tels que la bande de peuplement discontinu sur la bordure sud du Bouclier, entre Winnipeg et le Saguenay, n'est-ce pas, bordure minière, hydroélectricité, et puis finalement les peuplements discontinus de l'Est avec la péninsule gaspésienne et les provinces de l'Atlantique centrées sur quelques villes telles que Halifax, Sydney, Saint-Jean et Saint John's, n'est-ce pas? Et tout cela étant la base, en quelque sorte, des lancers pionniers, les tentacules vers le nord. Des tentacules, par la voie d'eau continentale,
comme le Saint-Laurent, la côte nord du Saint-Laurent, mais aussi le Mackenzie, dont nous aurons l'occasion de reparler. Par le rail, par exemple, reliant Winnipeg et Regina à Churchill, sur la baie d'Hudson, ou Shefferville à partir de cette île sur la côte nord du Saint-Laurent, construit en 1954, dans le cas de Churchill, c'est 1929. Par la route, l'Abitibi au Québec, n'est-ce pas, ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par la voie d'eau également, parce que souvent on peut combiner des modes de communication. L'avion, bien sûr, qui s'ajoute au rail dans le cas de Churchill, qui s'ajoute à la route dans le cas de l'Abitibi, et surtout, bien sûr, la baie James, plus au nord. Des lancers pionniers ou des tentacules qui sont parfois éphémères, hein, c'est-à-dire qui, lorsque les ressources s'épuisent, sont fermés en quelque sorte, comme le cas du lien entre Port-Cartier et Gagnonville sur la côte nord. Ce qui est important, c'est que tous ces lancers sont linéaires, hein, c'est-à-dire qu'ils sont rectilignes et sans vraiment de véritable développement en auréole. Ça donne comme résultat des zones vides ou presque, avec des points, hein, de peuplement, ce que j'appelle donc les billets d'écoumène. Très souvent, donc, ces points sont tellement éloignés les uns des autres que seul l'avion peut les relier, ou les réseaux maritimes à longue distance. C'est l'exemple, bien sûr, des établissements des littoraux du Nord canadien, comme Iqaluit, l'ancien Fort Bishop Bay sur la terre de Baffin, tels que Resolute dans l'île de Cornwallis, tels que Eureka et Alerte au centre et au nord de l'île d'Ellesmere, n'est-ce pas? Et donc des capitales du Nord qui sont très, comment dirais-je, éloignées du cœur du pays, qui sont cependant dominantes dans leur région. Si on prend le cas de Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest, avec 14 000 habitants pour une population totale de 40 000, occupant un territoire de 1,4 million de kilomètres carrés. Whitehorse au Yukon, une population totale de 20 000 pour la population de Whitehorse, la capitale du Yukon, qui fait un demi-million de kilomètres carrés, elle compte 20 000 habitants pour une population totale de ce Yukon de 30 000. Donc, des caractéristiques de répartition de population qui posent problème à ce pays qui, comme je l'ai dit, est un formidable défi de recherche, de connaissance, un défi pour les géographes. Un pays de dispersion, un pays dont la population est répartie de façon aussi déséquilibrée, a besoin de réseaux de communication considérables. Et au-delà des tentacules dont nous avons déjà parlé, des réseaux spécifiques qui relient les miettes de l'écoumène à la base du pays, il y a donc une géographie des grands axes et des grands liens de communication qui servent à contrer la dispersion qu'il est important de revoir. Bon. Au sol, il y a bien sûr les liens ferroviaires, les liens routiers, ce que j'ai appelé les conducteurs de ressources, c'est-à-dire les oléoducs, les gazoducs et aussi, il ne faut pas l'oublier, les grandes lignes de transmission d'électricité et qui sait un jour sans doute des aqueducs. Hein. Alors, rappelons-le, le Canada est le premier pays du monde en termes de ressources en eau douce. Des liens aussi sur l'eau, les liens dans le ciel, c'est-à-dire les liens fluviaux, les liens maritimes, les liens aériens, qui sont d'autant plus importants donc que le pays demeure dispersé, divisé en grands ensembles provinciaux avec des gouvernements autonomes, n'est-ce pas, jusqu'à un certain point, forts, et qu'il y a aussi quand même toujours ces liens du mariage en quelque sorte consacrés avec les États-Unis par l'Association de libre-échange nord-américain. Bon, le schéma de la répartition de la population du Canada, on l'a vu en gros, il y a des étages, il y a une périphérie à la fois peuplée le long de la frontière américaine et dépeuplée en bonne partie sur les rives maritimes, en particulier dans le nord, bien sûr. Tout cela est desservi d'abord par des réseaux de chemins de fer. Le Canada, il ne faut pas l'oublier, est un des grands pays ferroviaires au monde, 80 000 kilomètres de lignes de chemin de fer, 90 000 en Russie, qui est un territoire considérablement plus étendu, 300 000 bien sûr aux États-Unis, mais si on met ça en relation avec la population, c'est le pays du monde qui a à peu près le plus grand réseau ferroviaire per capita qui soit.
Bon, deux grands réseaux d'abord et avant tout, la ligne du Canadien-Pacifique qui relie les villes, n'est-ce pas, essentiellement au sud du pays, achevée, on l'a dit, en 1885. Celle plus au nord, plus ou moins parallèle, c'est-à-dire celle du Canadien national, achevée en 1920, d'est en ouest, et qui dessert en quelque sorte la bordure du pays des ressources, avec bien sûr des rails tentaculaires qui partent de ces grands réseaux de base et qui rejoignent des lieux spécifiques de ressources. On a donné des exemples. Et puis, bien sûr, des réseaux routiers, de la transcanadienne, d'est en ouest, et une route qu'il ne faut pas oublier, car elle symbolise, encore une fois, le lien nord-sud entre le Canada et les États-Unis, de façon tout à fait particulière, la route de l'Alcan, Alaska, Canada, qui relie donc l'Alaska au cœur ouest du pays, qui est un peu le symbole de la soudure avec les États-Unis, qui a été une route stratégique d'abord, construite de façon très précipitée en 1942 après la défaite de Pearl Harbor, alors que les Américains ont senti la menace sur l'Alaska. Ils ont, en territoire canadien, construit une route, c'est-à-dire en gros du cœur de l'Alberta, d'Edmonton, jusqu'au cœur de cet Alaska. Et c'est devenu depuis un grand axe interne au Canada même. Bon, et puis bien sûr, à partir de ces grands axes, des routes tentaculaires du même type qu'un peu que les réseaux ferroviaires évoqués. Quant à ce que j'appelle les conducteurs de ressources, je pense bien sûr aux oléoducs, d'abord aux grands réseaux qui dirigent la production du delta du Mackenzie et de l'Alberta vers Edmonton, notamment à partir de Norman Wells, à partir des sables d'Athabasca, c'est-à-dire de Fort McMurray, là aussi vers Edmonton, puis à partir d'Edmonton, une redistribution à la fois vers Vancouver, vers le delta du Fraser, et puis bien sûr vers l'est, tant vers le territoire américain que vers l'est canadien, avec deux branches qui rejoignent Montréal et Portland. Et puis bien sûr aussi les gazoducs qui partent un peu des mêmes régions, vers Vancouver, vers les États-Unis, vers l'est aussi, c'est-à-dire vers l'Ontario et au-delà, avec bien sûr des projets de raccordement des réseaux de l'ouest canadien avec le réseau de l'Alaska et le gaz de Prudhoe Bay. Et puis finalement, ne les oublions pas, les lignes de transmission d'électricité, tant en Ontario qu'au Québec, pour approvisionner à partir de la baie James, bien sûr, le cœur du peuplement québécois, Montréal et la vallée du Saint-Laurent, mais aussi le voisin américain. Bon, quant aux autres axes et liens à caractère fluvio-maritime, ils sont particulièrement spectaculaires en ce qui concerne le Canada. Les axes fluviaux raccordés à la mer. D'abord, la voie maritime du Saint-Laurent, voie maritime Saint-Laurent-Grand-Lac plus exactement, qui assure des liens fluviaux entre des niveaux d'eau qui s'élèvent à 183 mètres sur les Grands Lacs, à 6 mètres, n'est-ce pas, à la hauteur de Montréal. Ça nécessite donc de grands aménagements entre le lac supérieur et le Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Bon, les ports des Grands Lacs sont très importants. Ils desservent le cœur industriel des États-Unis. Sur le lac supérieur, il faut penser à Duluth et à Marquette, ce qui va faire penser au fer et au charbon des Grands Lacs, bien sûr. Il faut penser aussi à Thunder Bay, bien sûr, au passage de Sault-Sainte-Marie avec un canal qui permet de passer du lac supérieur au lac Huron, au lac Michigan, bien sûr, on en a déjà parlé, Chicago, Milwaukee. Bon, plus loin, Détroit et Windsor, n'est-ce pas? Détroit qui porte bien son nom, deux villes qui se font face, symbolisant l'industrie automobile américaine et canadienne, celle-ci étant sous-traitante en bonne partie de la première. Tout ce réseau est, comment dirais-je, facilité par la construction d'une vingtaine d'écluses et l'entretien d'une vingtaine d'écluses, dont 8 pour le seul canal Welland qui permet de contourner les chutes Niagara et donc d'assurer une dénivellation de 100 mètres, 175 à 75 mètres, entre les lacs Erie et Ontario, auquel il faut ajouter, il ne faut surtout pas l'oublier non plus, cet axe qui relie les Grands Lacs à l'Hudson grâce au canal Erie, n'est-ce pas? Ce qui rend encore plus prolifique, n'est-ce pas, la capacité de transport de cette voie maritime et de ce qui lui est raccordé. S'agissant d'axes fluvio-lacustres, il y en a un autre exemple formidable, celui du Mackenzie, qu'on aura l'occasion d'aborder plus en détail un peu plus tard. Bon, regardons maintenant les axes marins, ou plus exactement le grand réseau qui permet de relier le bassin du Saint-Laurent au Grand Nord, entretenu bien sûr par la garde côtière canadienne et par les brise-glaces. On pense ici bien sûr à l'axe du Saint-Laurent qui permet de déboucher sur le détroit de Belle-Île et sur la mer du Labrador. Et pour emprunter deux itinéraires possibles, ensuite, soit vers la baie d'Ongava et ses ports, tels que Cookjuak et Kanjiksuk,
pour continuer ensuite sur le détroit d'Hudson vers la baie d'Hudson et la baie James, n'est-ce pas, avec des ports tels que Povunito, Kinukjuak, Kukjuarapik, donc des villages inuits. Sur la baie James elle-même, Chisasibi, Waskaganish, pardon, et Moosonee. Et puis finalement, sur la baie d'Hudson ontarienne, n'est-ce pas, Churchill, dont nous avons déjà parlé, et qui est bloquée de décembre à juin par les glaces. Je parlais d'un choix de la mer du Labrador. On peut aussi continuer vers le détroit de Davis, vers l'immense baie dite de Baffin et accéder éventuellement à Thule sur la côte du Groenland danois, n'est-ce pas? Thule, une base américaine dont l'accès est entretenu par les brise-glaces canadiens, qui est une espèce d'aide stratégique, n'est-ce pas, aux États-Unis. Bon, plus on part vers l'ouest, le détroit de Jones, qui permet d'accéder à Grise Fjord et à Eureka, dont nous avons déjà parlé dans l'île d'Esmer. Le détroit de Lancaster vers Resolute et l'île de Cornwallis, et puis ensuite le réseau des détroits toujours vers l'ouest, vers le passage du nord-ouest, n'est-ce pas, vers la mer de Beaufort, et qui permettent ces détroits aussi d'accéder à aux îles de Banks avec le port de Saxe Harbor, l'île de Victoria avec Cambridge Bay, et puis bien sûr, l'objectif fondamental de l'entretien de ces passages du nord-ouest, l'accès au delta du Mackenzie, et puis bien sûr, 300 ou 400 km plus loin, l'accès à Prudhoe Bay sur le versant nord de l'Alaska. Toute chose donc qui souligne à quel point il y a une intégration pancontinentale des réseaux de communication, y compris des réseaux maritimes et fluviaux périphériques. Un autre exemple de l'importance que peuvent jouer les cours d'eau à titre de voie de communication et de lien, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un pays comme le Canada, c'est bien sûr le cas du Mackenzie. Le plus grand fleuve du Canada, 1800 km de parcours, de sa source dans le Grand Lac des Esclaves, alors que je vous rappelle que le Saint-Laurent, lui, son cours fluvial est de 1000 km. Le Mackenzie, en fait, couvre, si on lui associe le réseau des lacs et des rivières auxquels il est raccordé, près de 4000 km. Son bassin versant lui-même, au Mackenzie, il est de 1,8 million de kilomètres carrés. C'est donc un bassin un peu plus important que celui du Saint-Laurent, qui est de 1,4. Son débit est à peu près comparable, 7400 mètres cubes secondes, comparable donc à celui du Saint-Laurent. Ça, c'est son débit donc à Norman-Oise, alors qu'à Québec, le débit du Saint-Laurent est de près de 10 000 mètres cubes secondes. Mais il est beaucoup plus irrégulier. Ces moyennes mensuelles peuvent varier entre 3 000 et 15 000 mètres cubes secondes. Ces crues peuvent atteindre pendant l'été 22 000 mètres cubes secondes, alors que le Saint-Laurent, lui, il oscille entre 8 000 et 12 000. C'est un fleuve, bien sûr, tranquille à l'échelle des grands fleuves du monde. Le Mackenzie n'est navigable, proprement dit, que pendant 5 mois, en gros de juin à octobre. Il traverse des paysages très représentatifs des grands bassins sédimentaires dans le monde. Ici, grands bassins sédimentaires cependant nordiques, c'est-à-dire forestiers, lacustres, marécageux, entre une chaîne alpine à l'ouest, c'est-à-dire les monts du Mackenzie, et la bordure relativement élevée du plateau du Bouclier à l'est. Un bassin très évasé, très large, qui débouche dans sa partie aval dans un delta, mais un delta arctique, un des rares grands deltas sur l'Arctique dans le monde, donc dans une région très froide. Ceci dit, en juillet, le bassin du Mackenzie est assez favorisé au plan climatique dans la mesure où il fait à peu près 10 degrés centigrades en juillet à Inuvik et à Aklavik dans le delta et à peu près 15 degrés dans la moyenne vallée. Cet axe est aussi un axe fondateur à l'échelle historique qui n'a pas rempli toutes ses promesses, mais qui représente à bien des égards un axe de renouveau pour le Canada grâce aux ressources du delta. Bon, il a été parcouru ou découvert au monde occidental tardivement, beaucoup plus tardivement que le Saint-Laurent et bien sûr le Mississippi, puisque c'est un explorateur marchand de fourrure pour la Compagnie du Nord-Ouest qui en a assuré la découverte officielle en 1789, Alexandre Mackenzie, qui a descendu le cours du Mackenzie jusqu'à son embouchure. Et dès lors, le fleuve a commencé à jouer un rôle très important dans le commerce des fourrures, donc à la fin 18e, début 19e, alors qu'un réseau de forts a été établi tout le long de son cours. L'axe qu'il assurait était donc celui reliant les Grands Lacs
au lac Athabasca et bien sûr au fleuve Mackenzie, dans un contexte où donc cet axe du cœur du continent vers le nord est associé aux deux autres grands axes fluviaux marins au cœur de l'Amérique du Nord, celui du Saint-Laurent et celui du Mississippi, le noyau central étant bien sûr le bassin des Grands Lacs. Bon. Son rôle était particulièrement important, je le disais donc, pour le commerce des fourrures, alors qu'en juillet-août se réalisait une jonction cruciale sur le plan commercial à Fort William, n'est-ce pas, le Thunder Bay d'aujourd'hui, sur la rive nord du lac supérieur, alors que les trappeurs venant du nord et les commerçants venant de Montréal, qui avaient donc remonté le réseau des Grands Lacs, les trappeurs ayant emprunté le réseau des lacs et des rivières raccordés au bassin du Mackenzie, se rencontraient donc pour que les commerçants prennent les fourrures, les acheminent à Montréal et que celles-ci puissent partir vers l'Europe avant l'englacement du Saint-Laurent. Bon, il y a donc toute une série de réseaux et de relais parcourus par les canaux, n'est-ce pas, fréquentés par les canaux, transportant les fourrures. Il y a les lacs, on peut penser au lac des Bois, au lac Winnipeg et Winnipegosis, donc tout près de Winnipeg, le réseau qui se continue vers le nord des rivières et des lacs qui permettent d'accéder au lac Athabasca, notamment au fort Chipewyan sur sa rive nord, à la rivière et au lac des Esclaves, au grand lac des Esclaves, pardon, via les forts Smith et Résolution, et d'où, à partir de ce grand lac des Esclaves, il y avait deux voies possibles pour continuer vers le nord, deux branches, si vous voulez, de ce réseau du commerce des fourrures, à partir de Yellowknife vers le grand lac de l'Ours, via le lac Lamartre, et puis bien sûr, carrément la descente proprement dite du Mackenzie, de sa source, dont le grand lac des Esclaves, via une série de forts comme Providence, Simpson, Norman, Franklin, Good Hope et McPherson, pour nommer les principaux. Aujourd'hui, bien sûr, ce commerce des fourrures a vécu, pour l'essentiel, et donc le Mackenzie a été pendant longtemps un peu tout à fait marginalisé, ou son bassin et les forts dont je vous parle n'ont eu plus de rôle à jouer. Sauf que avec la découverte du pétrole dans le bassin du Mackenzie et dans la mer de Beaufort, gaz naturel aussi, avec le grand centre de Norman Wells, donc sur le Mackenzie, comment dirais-je, une nouvelle vocation est assurée ou est promise à cet axe. Et il y a de multiples gisements dans le delta, je le disais donc, et dans la mer de Beaufort, et notamment le grand gisement de Petro-Canada d'Amo-Ligac, avec des réserves considérables qui sont, encore une fois, peu exploitées par rapport aux autres gisements de l'Ouest canadien, étant donné ce que nous avons dit en introduction, la fragilité du milieu nordique et donc la vulnérabilité écologique de cet ensemble, et aussi, bien sûr, les problèmes d'accessibilité. On est très loin des zones de consommation, d'où l'importance, là, ici, des oléoducs, notamment celui qui relie Norman Wells à Edmonton, et donc à tout le réseau dont nous avons fait un peu le croquis un peu plus tôt. Bon, ces réseaux sont importants dans la région. Le rail qui permet de relier Edmonton à Rivière-la-Paix et au Grand Lac des Esclaves, donc au bassin du Mackenzie. Il y a aussi l'autoroute du Mackenzie, ou plus exactement le Mackenzie Highway, qui possède plusieurs embranchements vers Yellowknife sur la rive nord du Grand Lac des Esclaves et vers Fort Simpson, dont nous avons aussi parlé, sur le Mackenzie proprement dit. Tout cela rappelle, un peu comme nous l'avions souligné dans le cadre de cet immense réseau fluvio-maritime qui faisait le tour du pays, l'importance des liens reliant les pays adhérents à l'ALENA, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est-à-dire à la continentalisation des réseaux et de l'économie nord-américaine, qu'il s'agisse donc du passage du Nord-Ouest avec ses brises-glaces, qu'il s'agisse des réseaux transmettant les ressources énergétiques via l'exploitation hydroélectrique, qu'il s'agisse de l'ensemble des liens d'investissement, le tourisme, des liens de culture, n'est-ce pas, entre les États-Unis et le Canada, toutes choses qui ont leur représentation sur la carte, comme nous venons de le montrer. Lorsque nous parlons de la question autochtone, nous parlons d'une question à la fois historique, d'une question territoriale, d'une question sociale, d'une question culturelle.
Les Autochtones, ceux que nous appelons ainsi, sont arrivés bien avant les Occidentaux, leurs origines, ceux que nous appelons aussi quelquefois les Amérindiens et les Inuits, remontent à environ 40 000 ans avant aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'époque où des vagues de peuplement en provenance de Sibérie ont traversé le détroit de Bering, qui à ce moment-là était à sec, pour rejoindre l'Alaska donc et l'Amérique. Ces vagues de peuplement ont été en quelque sorte interrompues à une époque où le détroit a été submergé, c'est-à-dire il y a environ entre 35 et 25 000 ans. Elles ont repris pendant une période d'une douzaine de milliers d'années, entre il y a 25 000 et 12 000 ans, alors qu'il y a eu une nouvelle immersion et que donc le passage à sec était à nouveau assuré. Quand ce passage a été finalement submergé définitivement, c'est-à-dire il y a environ 12 000 ans, les migrations terrestres ont évidemment cessé, mais des migrations maritimes ont quand même été réalisées, notamment celles des Inuits, il y a environ 5 500 ans. Bon, ceci dit, une fois sur place en Amérique, ces Asiatiques, en quelque sorte, ont commencé à migrer vers l'intérieur du continent à partir de l'Alaska. Ils sont donc descendus jusque dans l'Amérique du Sud, faisant des patterns, et des itinéraires et des périodes très variables. Bon, ceci dit, ils ont essaimé vers l'est et vers le nord-est aussi, notamment à l'époque du réchauffement et du retrait de la mer Champlain. Et il y a environ 8000 ans, ces migrations leur ont permis à ces Amérindiens d'arriver dans les basses terres du Saint-Laurent, alors qu'il y a 4000 ans environ, les Inuits, par des migrations via les îles et les bras de mer du nord, sont arrivés dans ce que l'on appelle le nord du Québec, n'est-ce pas? Ces populations autochtones, ceci dit, s'agissant donc de la répartition à l'échelle de l'ensemble du continent nord-américain, vers 1500, c'est-à-dire à l'époque où Christophe Colomb est arrivé dans la région, en Amérique du Nord, n'est-ce pas, ou en Amérique, leurs effectifs étaient, selon les sources les plus sérieuses, de l'ordre de 3 500 000 dans l'ensemble de cette Amérique, pour 2 500 000 aux États-Unis et 1 million au Canada. Ceci dit, il y a toutes sortes de chiffres qui sont évoqués. Il y en a même des auteurs qui parlent de 50 millions ou de 100 millions, ce qui apparaît peu fondé sur le plan de la documentation et des indices dont nous disposons de nos jours. Quoi qu'il en soit, il y a eu à l'échelle historique une différence fondamentale entre ce qui est arrivé à ces Indiens ou ces Amérindiens aux États-Unis, où les Autochtones ont été largement exterminés, n'est-ce pas, et au Canada, où l'extermination physique n'a pas été aussi orchestrée, encore qu'au début du 20e siècle, il ne restait qu'environ 250 000 Amérindiens au Canada. Bon, ce chiffre-là a augmenté, a commencé à augmenter avec le 20e siècle, n'est-ce pas? Les effectifs, un peu comme l'ensemble de la population, bien sûr, les effectifs en 1991, selon le recensement de 91, ce sont les chiffres les plus détaillés dont nous disposions, 365 000 Indiens recensés au Canada, dont à peu près 70 000 en Colombie-Britannique, 66 000 en Ontario, une cinquantaine de mille au Québec, quelques 75 000 métis, surtout dans les prairies, n'est-ce pas, en Alberta et Saskatchewan et Manitoba, 30 000 quelques Inuits, surtout dans ce qu'on appelle les territoires du Nord-Ouest, aussi le Nunavut d'aujourd'hui, bien sûr, et quelques 5 000, dont à peu près 5 000 au Québec. Bon. Et puis un nombre indéterminé de ceux que l'on appelle les non-inscrits. On peut parler de 200 000 et peut-être un peu plus. Quoi qu'il en soit, en l'an 2000, on peut estimer qu'il y a un maximum, toutes catégories confondues, de quelques 800 000 autochtones, ce qui correspond quand même à moins de 0,3% de la population de l'ensemble du pays. Cette population est rassemblée dans quelques 600 bandes et 230 réserves. Elles sont regroupées au sein de 14 grandes familles et linguistiques, sous-familles, ou ce qu'on appelle aussi les groupes. Tout cela donnant environ une cinquantaine de langues dites autochtones. Bon, ces Amérindiens en particulier sont de plusieurs types de cultures, n'est-ce pas? Il y a les Indiens de la côte de Colombie-Britannique qui ont un genre de vie et des traditions très, très spécifiques. Il y a aussi les Indiens des plaines, ceux qui ont utilisé les chevaux, mais des chevaux, soit dit en passant, qui ont été amenés en Amérique du Nord par les Espagnols, il ne faut pas l'oublier. Et puis bien sûr les Indiens des forêts, c'est-à-dire surtout de la région des Grands Lacs et de l'Est du continent. Bon, ces peuples ont laissé peu de vestiges de leur histoire n'est-ce pas, colombienne. Sauf dans certaines régions des États-Unis, des peuples que l'on appelait les Mound Builders dans le sud-ouest,
Il s'agissait de peuples nomades, de peuples de la forêt qui construisaient donc avec le bois, qui utilisaient peu les matériaux durs, la pierre. Et donc, l'archéologie de leur histoire est très difficile à réaliser. Quoi qu'il en soit, leur répartition actuelle aujourd'hui, c'est celle d'une population totale finalement faible, si on parle du Canada et des États-Unis, en particulier donc du Canada, très largement dispersée, surtout vers le nord, mais aussi dans certains cas le long de la frontière, comme par exemple le cas des Mohawks, qui est un groupe iroquois, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans le sud du Québec, notamment, et de l'Ontario et dans la frontière américaine. Bon, mais ce qui caractérise, et ça c'est la question peut-être la plus fondamentale, l'occupation du territoire par les Amérindiens aujourd'hui, ou la carte de leur répartition aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la contradiction territoriale, à savoir le phénomène suivant. La répartition des communautés amérindiennes se caractérise très souvent par une marginalisation, donc, géographique, territoriale, vers des réserves ou vers des zones arides ou des zones froides, nordiques, d'une part, ce qui en fait à bien des égards des citoyens un peu à part, dans des territoires à part, qui bénéficient d'un certain nombre de privilèges, entre guillemets, notamment concernant l'accès à certains services, l'absence d'imposition de taxes, etc., accès gratuit à certains services qui ne sont pas pour d'autres citoyens, mais des privilèges qui deviennent souvent des handicaps parce que ça en fait des citoyens, donc, à part, marginaux. Sauf lorsque ces communautés sont assises, en quelque sorte, sur des zones de ressources, dans ce grenier, n'est-ce pas, du Canada, mais quelquefois où elles n'ont pas été, du fait de leur marginalisation, préparées à gérer de telles ressources. Cette contradiction territoriale, elle mène justement à des revendications territoriales, dont les meilleurs exemples peuvent être trouvés avec les accords québécois négociés avec les Cris, les Inuits et les Naskapi, avec notamment la Convention de la baie James en 1975, baie James est nord-québécois, et celle du nord-est québécois de 1978 ayant mené à la formation du Nunavik. Bon, cette contradiction territoriale, elle, à mon avis, en tout cas, elle trouve un exemple assez extraordinaire dans le cas du Nunavut. Cette immense portion des territoires du Nord-Ouest, quelques 2 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire environ le 5e du Canada, qui a été négocié, un accord dit de Nunavut a été négocié en 1991, qui a été appliqué en 1999, et ce territoire, donc, qui correspond aux anciens districts de Keewatin et de Franklin, une partie du district de Mackenzie, est en principe géré par sa population autochtone, c'est-à-dire essentiellement des Inuits, qui comptent pour à peu près 85% des 27 ou 28 000 habitants que compte ce territoire, ou ce Nunavut, avec sa capitale Iqaluit, encore plus au nord, n'est-ce pas? Toute chose en passant, cette carte, vous pouvez la trouver dans votre atlas. Ce Nunavut, donc, une région très, très marginale, très, très peu peuplée, à la fois coupée du reste du pays, à la fois intégrée dans la mesure où on l'a montré, il y a des lancers pionniers ou des liens qui permettent de l'intégrer, mais quand même, une zone dont le territoire pose problème. Bon, si l'on prend le cas des Autochtones, si nous revenons au cas du Québec, où les Autochtones se trouvent surtout dans l'ouest, bien sûr dans le nord, dans l'ouest, versant baie James, baie d'Hudson, n'est-ce pas? Et puis bien sûr le bassin de l'Outaouais et les rives du Saint-Laurent, surtout sur la côte nord. On peut retrouver 3 grands groupes. Ceux que l'on appelle les Algonquiens, ce qui comprend les Algonquins, dont font partie les Cris, les Montagnais et les Micmacs. Il faut penser aussi aux Huron-Iroquois, qui sont d'anciens semi-nomades, c'est-à-dire des peuples qui se déplaçaient selon les ressources, selon les saisons, selon les guerres. Et bien sûr les Inuits, qui sont regroupés dans une douzaine, ou enfin plus exactement 13 villages, de la baie d'Hudson à celle d'Ongava. Nous en avons mentionné plusieurs tout à l'heure lorsque nous avons fait le circuit avec les brise-glaces. Bon, et des peuples qui s'appuient sur des revendications territoriales, souvent très fondées au plan historique, mais qui partent un peu dans tous les sens et qui sont susceptibles de se multiplier. Dans un contexte où cette population demeure dispersée. Il y a quelques 60 000 Amérindiens au Québec, un peu plus même, et quelques 9 000 Inuits, encore une fois, en position excentrique, revendiquant des partages des territoires des ressources, ce territoire des ressources sur lequel donc, le Canada de base s'appuie, ce qui souligne encore une fois ce que j'appelle la contradiction territoriale.
Au-delà de la présence d'un certain nombre de villes de taille moyenne, comme Victoria, Calgary, Edmonton, Winnipeg au Québec, la structure du réseau urbain canadien se caractérise par la quadricéphalie urbaine, c'est-à-dire Vancouver, Toronto, Ottawa, en tout cas au plan politique, et Montréal. Et plus exactement, en fait, par une bicéphalie métropolitaine, c'est-à-dire 2 mégapoles, dont une est devenue dominante, je pense, à Toronto et à Montréal. Dans un contexte où, ceci dit, le centre de gravité démographique du Canada, comme aux États-Unis, se déplace vers l'ouest, avec notamment le poids accru de Vancouver. Bon. S'agissant de Montréal, donc, il s'agit d'une ville qui bénéficie davantage de situation et de sites, comme toutes les villes qui ont un destin de ce type, à la confluence d'un axe majeur, bien sûr, le Saint-Laurent, et d'axes secondaires, comme l'Outaouais, bien sûr, et l'axe représenté par la rivière Richelieu, le lac Champlain et l'Hudson, donc accès à l'Atlantique et, bien sûr, à New York. Bon. Un site aussi assez particulier, c'est-à-dire celui d'un archipel entouré d'une grande plaine alluviale, centré sur une montagne, le Mont-Royal, au cœur de l'île de Montréal, caractérisé par donc une roche intrusive émergeant jusqu'à 230 mètres. Un site qui a été découvert, en quelque sorte, entre guillemets, par Jacques Cartier en 1535, alors qu'il était témoin de la présence d'un village, Hochelaga, au pied de cette montagne. En 1603, un comptoir y est fondé. En 1642, une ville y est fondée, la Ville-Marie, n'est-ce pas, qui prendra le nom de Montréal au début du 18e siècle. La fondation de Ville-Marie poursuivait, comme son nom un peu l'indique, des desseins civilisateurs, n'est-ce pas, mais en réalité, ces dessins sont vite devenus commerciaux, en particulier alors que les premiers convois de fourrure sont arrivés en 1660 à Montréal. Bon, le commerce des fourrures a été important. Il a connu son âge d'or, on l'a mentionné, fin 18e, début 19e, quand nous avons parlé du Mackenzie, n'est-ce pas? Date cruciale, 1821, fusion de la Compagnie du Nord-Ouest avec celle de la baie d'Hudson, qui un peu gagne en quelque sorte son pari de déplacer la porte de sortie, en tout cas au moins pendant plusieurs mois, pendant l'été, à la baie d'Hudson, ce qui défavorise bien sûr Montréal. Mais ceci dit, la fonction commerciale de Montréal avait déjà commencé à se diversifier et à s'élargir, notamment avec le creusement du canal La Chine en 1825 et amélioré encore en 1840, qui facilite l'accès au Grand Lac. Industrialisation fondée avec le développement des chemins de fer. Montréal joue un rôle crucial dans cela. Construction du pont Victoria en 1859, pont ferroviaire qui facilite donc l'accès ferroviaire au versant américain, à Portland notamment. 1815-1865, période où l'immigration britannique s'accélère, n'est-ce pas? C'est la période de la prospérité économique, migration qui est associée à la capitalisation, au développement du capitalisme montréalais. La ville s'anglicise, ce qui fait un appel de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre sera fournie de plus en plus par l'immigration des ruraux québécois, francophones, ce qui va donc faire reprendre le dessus à la majorité francophone à Montréal. Bon. Bien des étapes seront franchies, alors que Montréal, dans les années 1960, arrivons à l'époque contemporaine, va connaître son âge d'or, au moins pendant une bonne vingtaine d'années, avec des grands travaux, des grands événements, l'ouverture de la voie maritime en 1959, avec toutes sortes d'améliorations depuis, construction de la place Ville-Marie en 1960, Hydro-Québec, symbole du capitalisme d'État québécois qui vient s'installer à Montréal en 1962, les grands travaux qui sont associés à l'Expo universelle de 1967 et aux Jeux olympiques de 1976, la gare centrale, la gare Windsor, articulée au métro qui avait été mise en place, n'est-ce pas, en 1966, le port qui conserve son importance, troisième au pays, il a déjà été le premier, mais il demeure le premier en termes de valeur des marchandises, des aéroports Dorval et Mirabel qui perdent un peu la course, qui ont perdu la course devant celui de Pearson à Toronto, mais peu importe, qui sont bien articulés au reste du monde, dans un contexte où le dynamisme culturel de Montréal aussi s'affirme, universités, 4 universités, orchestres, musées des beaux-arts, etc. Bon, cette ville dynamique, elle a une géographie, celle d'abord d'une ville de fleuve, mais d'un fleuve qui est peu accessible, sauf peut-être dans le cas du Vieux-Port,
ce qui est assez représentatif, hélas, de bien des villes nord-américaines. Les installations portuaires, industrielles et de communication occupent le front de mer, en quelque sorte. Une ville qui demeure centrée, en tout cas au plan géographique, sur sa montagne, qui est à la fois un obstacle, mais aussi un réservoir écologique, n'est-ce pas, coiffé par un parc de 200 hectares, ce qui se compare au grand parc des Centres de Londres, qui ensemble font 250 hectares. Des coupures où on fait des divisions, des distinctions, les versants de cette montagne, Outremont, Westmount, comment dirais-je, les bourgeoisies francophones et anglophones. Un est plus francophone, traditionnellement on situe la division à la rue Saint-Laurent ou la séparation, ce qui est un peu simpliste, parce que la géographie de Montréal s'est beaucoup diversifiée au cours des dernières décennies. Elle conserve un noyau historique, bien sûr, le Vieux-Montréal, avec la rue Saint-Jacques, qui a déjà été le centre financier du Canada, la place d'Armes avec la basilique Notre-Dame-à-Langles, la place Jacques-Cartier, très animée, le Vieux-Port dont on vient de parler, la rue Notre-Dame, sur laquelle trônent deux monuments d'architecture, si je puis dire, le château Ramsay du 18e siècle et l'hôtel de ville qui rappelle l'architecture du 19e. Ailleurs, dans le tissu urbain, la place des Arts, symbolisant les grands travaux des années 60 et le complexe des Jardins construit en 76. Et puis aussi, autre repère fondamental, encore qu'on ne le voit pas en surface, le Montréal souterrain. Très moderne, très adapté au climat, un monde en soi, avec une trentaine de kilomètres de galeries souterraines, donnant des accès multiples à ce qui est un véritable marché, n'est-ce pas, des grands magasins, mais aussi bien sûr des tours de bureaux, des hôtels, la place des Arts même qui est accessible. Quelque chose d'unique, donc, qui est peut-être l'un des éléments les plus originaux de la géographie de Montréal. Bon, d'autres éléments conducteurs, n'est-ce pas? La rue Sherbrooke, d'est en ouest, quelques 25 km, qui témoignent un petit peu, qui traversent tous les types de quartiers, plusieurs des éléments de l'histoire, notamment de l'histoire de l'architecture, et qui témoignent de la géographie changeante des quartiers de Montréal, une ville qui devient de plus en plus cosmopolite, avec elle aussi son Chinatown, comme Toronto et Vancouver. Toute chose dont témoigne la démographie. En 1951, l'île de Montréal, qui comptait 1 300 000 habitants environ, comptait 64 % de francophones, 22 % d'anglophones, 14 % d'allophones. Aujourd'hui, ces proportions pour la population de 1,8 million de l'île de Montréal sont de 58 pour les francophones et de 25 et 17 pour les autres groupes. Dans un contexte où la ville elle-même s'étale, dans un bassin, n'est-ce pas, particulièrement favorable à cela, étant donné qu'une fois le fleuve franchi avec tous les grands ponts qui ont été construits au fil des siècles, enfin du 19e et du 20e, Montréal est devenu le noyau d'une immense agglomération qui domine au plan démographique l'ensemble du Québec. La ville de Montréal elle-même compte 1 million d'habitants sur quelques 260 km². L'île de Montréal sur 520 km² en gros, rassemble, on vient de le dire, 1,8 million, ce qui correspond à 25 % de la population de la totalité du Québec. Alors que la région métropolitaine, avec ses quelques 3,5 millions, compte pour à peu près 45 % de la population. C'est une domination démographique encore plus grande que celle de Toronto sur l'Ontario. Et si le Québec était un État, c'est une chose qui est concevable, ce serait un État où la macrocéphalie urbaine, ou plus exactement la monocéphalie urbaine, serait une des plus élevées au monde. Domination économique aussi de Montréal. L'île de Montréal rassemble 37 % des emplois au Québec, assure 35 % de la production manufacturière, réalise plus de 60 % des dépenses en recherche et développement. Grâce à une population qui est plus scolarisée que la moyenne provinciale, et de loin, Montréal est devenue d'ailleurs plus une ville de service, avec 4 universités, notamment des grands centres de recherche, notamment dans le domaine de la santé. Quoique son poids industriel demeure considérable, notamment pour l'aérospatial, plus de 50 % du secteur aérospatial est à Montréal, au Canada, l'ingénierie, les biotechnologies, la biopharmaceutique, toutes choses reliées à ces centres de recherche dont je viens de parler. Une ville donc qui se caractérise par un grand dynamisme, une ville cosmopolite, multifonctionnelle, un véritable pôle continental, un pôle bien sûr national, la véritable ville maîtresse du Québec. Nous l'avons laissé entendre en introduction, les migrations représentent un élément fondamental de la dynamique mondiale et de la géographie du monde. En fait, tous les États, toutes les sociétés sont le résultat d'une construction migratoire. C'est bien sûr une question d'échelle, une question temporelle, une question d'époque, mais tous les pays du monde ont été, à un moment donné ou à un autre de leur histoire, essentiellement alimentés par l'immigration.
L'immigration joue un rôle essentiel dans la redistribution de la population, elle joue un rôle essentiel dans le rajeunissement des populations. Nous avons déjà évoqué l'importance des grandes migrations hors de l'Europe, hein, combien l'Europe a implanté ses populations un peu partout dans le monde. Nous avons aussi évoqué combien les grandes migrations ont été importantes dans le peuplement de l'Amérique en provenance de l'Asie, à l'époque précolombienne, bien sûr. Nous avons évoqué combien, quelquefois, les poussées internes, par exemple à l'intérieur de la Russie ou à l'intérieur de ce qui était en construction, à savoir les États-Unis, ont joué un rôle crucial dans la formation des États. En fait, les migrations sont causées par des facteurs multiples. Ça peut être des problèmes de guerre, ça peut être des problèmes de conquête, des problèmes d'inégalité qui génèrent des déplacements de population et qui souvent, par exemple, alimentent l'expansion agricole. Aujourd'hui, la carte du monde est constamment modifiée par des migrations internes dans certains pays, des migrations économiques internationales, et puis aussi ce que j'appelle des migrations politiques ou des migrations catastrophiques liées à des problèmes de guerre ou des problèmes de cataclysmes écologiques entraînant des mouvements de réfugiés. Quoi qu'il en soit, les grands types de migration dans le monde résultent presque toujours de facteurs comme suit. D'abord, l'immigration interne. Il s'agit généralement de migration des campagnes vers les villes, ce qui est lié généralement à la réduction de l'emploi agricole, étant donné la mécanisation de l'agriculture, sa modernisation, d'une part, ce qui est lié d'autre part aux attractions urbaines, aux attractions de la ville, des grandes villes en particulier, au plan de l'emploi, au plan de l'éducation, toutes choses étant liées à leur propre dynamisme à ces villes. Elles peuvent être reliées, ces migrations internes, à l'expansion agricole. Je l'ai laissé entendre. Les exemples les plus phénoménaux à l'heure actuelle se déroulent au Brésil, en Indonésie. On aura l'occasion d'y revenir. Elles peuvent être liées, ces migrations internes, à des crises économiques à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur d'un pays où il y a une guerre, à l'intérieur d'un pays où il y a une catastrophe écologique, du genre, par exemple, de la sécheresse dans le sud du Soudan, pour prendre un exemple. Il y a aussi, bien sûr, les migrations internationales d'origine économique, c'est-à-dire essentiellement liées aux disparités économiques à l'échelle planétaire. Les pays prospères attirent, ou les pays riches attirent des populations de travailleurs en provenance des pays pauvres. Il y a aussi les migrations que j'ai évoquées tout à l'heure de caractère politique ou dramatique, celles qui génèrent des réfugiés. Ça peut être lié à des crises écologiques, souvent liées aux mauvaises infrastructures dont disposent certaines régions du monde ou certains pays, des famines, des cataclysmes. Bien sûr, des crises politiques, des guerres, des persécutions, des génocides. Les principaux flux migratoires qui en résultent s'articulent autour de quelques grands pôles. Il y a les pôles mondiaux, l'Europe de l'Ouest ou l'Europe à l'Ouest, qui accueille des réfugiés ou des populations de travailleurs provenant des anciennes colonies, des anciens empires, ou d'origine plus immédiate, comme la Turquie, qui est un réservoir de travailleurs pour certains pays européens, en particulier l'Allemagne. Un autre pôle, bien sûr, l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, avec des migrations qui viennent d'Amérique centrale, pour les États-Unis en particulier, ou d'Asie, ou même d'Europe et d'Amérique latine en général, pour l'ensemble, mais aussi notamment pour le Canada. Ou des pôles assez particuliers comme l'Arabie et les Émirats arabes unis, qui accueillent des populations de travailleurs en provenance de l'Inde, du Pakistan, même des Philippines. L'Australie aussi, qui attire des travailleurs d'un peu partout sur son versant asiatique. Et puis, bien sûr, les grands exportateurs mondiaux de travailleurs ou de migrants que sont l'Afrique ou les pays pauvres, plusieurs pays pauvres de l'Afrique, l'Asie du Sud, bien sûr, l'Amérique centrale, on vient de le laisser entendre. Il y a le cas aussi particulier de ce qu'on appelle l'immigration temporaire de travail. Par exemple, les Philippins qui travaillent un peu partout dans le monde, sur les bateaux, au Moyen-Orient notamment. Et puis, d'une façon générale, beaucoup de ces travailleurs qui travaillent au Moyen-Orient, qui proviennent de l'Asie du Sud, mais qui ne sont là que pour quelques années, pour accumuler un pécule, avant de retourner dans leur pays d'origine. Toute chose qui articule le système mondial. Bon, le cas du Canada est un exemple assez classique d'un pays qui est encore très actif au plan de l'immigration. Des migrations autrefois européennes qui deviennent de plus en plus asiatiques. Il faut rappeler qu'au départ, d'ailleurs, elles étaient asiatiques, hein, il y a 40 000 ans. Il y a une évolution récente qui se caractérise par la chose suivante. Un élargissement du bassin d'approvisionnement des migrations vers le Canada, une mondialisation des origines. L'accueil urbain est bien sûr prédominant. Ce sont les grandes villes généralement qui accueillent la majorité des immigrants. Il y a une augmentation, s'agissant du Canada, notoire de l'Asie comme bassin d'origine des migrants vers le Canada. Prenons quelques chiffres simples. Pendant la période 61-71, 69% des migrants venant au Canada étaient d'origine européenne, 14% d'origine asiatique. Pendant la période 81-91, les proportions étaient de 25% et de 48% d'origine asiatique.
Tout cela mène à un grand dynamisme des populations asiatiques au Canada, notamment les populations chinoises et vietnamiennes, ce qui se manifeste dans des villes telles que Vancouver, Toronto et Montréal, on l'a laissé entendre, par la présence de plus de 7% d'une population chinoise dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, 25% à Vancouver. Le campus de l'université de UBC, University of British Columbia à Vancouver, est fréquenté par une proportion de supérieure à 25% d'étudiants d'origine chinoise. La deuxième langue du pays, à l'ouest du Québec, je vous le rappelle, au Canada, est devenue le chinois. Toute chose, il n'y a pas que ces migrants, mais il y a d'autres origines, mais enfin, prenons cet exemple-là, toute chose qui contribue à un apport intellectuel, un apport vivifiant, un apport rajeunissant au tissu démographique d'un pays comme le Canada.